une thèse de doctorat à l'université de Bordeaux, plus précisément au laboratoire EPOC. EPOC, ça veut dire environnement et paléo-environnement océanique et continentaux. Et puis, donc, par la suite, donc, sur la Garonne, sur le bassin de la Garonne, sur les flux sédimentaires, sur l'hydrologie. Et donc, par la suite, je me suis lancé dans la médiation scientifique, tout en, de temps en temps, faisant quelques actions aussi de réalisation à la fois d'objets, enfin, j'allais dire, écrits. Donc, vous avez cité un bouquin, quelques documents de synthèse, et puis également un peu d'audiovisuel ces derniers temps. Donc, le sujet du jour, c'est cette mutation-adaptation humaine avec l'eau de façon globale, mais notamment pour ce qui concerne notre sud-ouest et la Garonne et l'estuaire, alors d'hier à demain, avec quelques références aussi aux phénomènes passés. Et donc, voilà, juste pour alors la Garonne notamment, puisque bon, l'estuaire, c'est aussi la Dordogne, mais la Garonne amène quand même les 2 tiers des volumes d'eau annuels et avec des variabilités saisonnières. Menacée par le réchauffement climatique, en préambule, on discutait un petit peu justement des baisses de débit nettes qu'a subi et je vous montrerai les courbes et les chiffres nets de ces dernières années. Depuis 30-40 ans, on voit des choses assez nettement se détacher, malgré le fait qu'il y ait eu une crue exceptionnelle il y a quelques semaines. Voilà, alors pour compléter un petit peu justement les références et les approches que j'ai eues ces dernières années des fleuves, alors la Garonne avec la thèse évidemment, avec une synthèse qui est à la fois écrite et également audiovisuelle avec 2 versions courtes et une version longue. Il était prévu que je passe, mais en visio, c'est pas évident de passer un film. Voilà, donc, et puis aussi des comparaisons en allant sur d'autres fleuves, notamment de zones sensibles, je pense au fleuve Niger, aux irrégularités climatiques depuis déjà pas mal d'années. C'est une des frontières, disons, avancées du réchauffement climatique, où on y voit déjà des conséquences et des effets. Et j'ai des données d'ailleurs tout à fait récentes là, que j'ai récupérées hier, qui permettent aussi d'asseoir un petit peu les réflexions par rapport aux évolutions que l'on voit là-bas et peut-être aussi ici. Une approche aussi d'un autre grand fleuve qui est le Mékong, qui lui subit entre guillemets la construction de multiples barrages là, depuis une dizaine d'années, et donc en plein bouleversement par rapport à la biodiversité notamment, par rapport aux flux sédimentaires, par rapport justement aux migrations des poissons en particulier, donc des ressources alimentaires des populations. Le Bangladesh aussi avec cette approche par rapport aux risques climatiques qui sont dans une zone où le climat et notamment les zones himalayennes sont en train de régresser au niveau des contenus glaciaires, et donc ça amplifie un petit peu les flux d'eau et donc les crues et les inondations. Et de notre côté, il y a un risque cyclonique en aval plus fort, donc c'est des conditions spécifiques d'Asie du Sud. Quelques approches aussi au niveau de l'Inde et des multiples problématiques qu'il y a dans ce très grand pays en phase d'émergence forte. Et puis effectivement une synthèse aussi sur le thème climatique. Voilà, ces 2 documents qui sont présentés là, vous pouvez les trouver à partir de notre site internet, en tous les cas, Garonne, Dordogne, bouchon vaseux. Alors c'était le prétexte, c'était d'étudier un petit peu l'évolution du bouchon vaseux estuarien, on y reviendra peut-être, mais ça a permis d'avoir une vue d'ensemble de notre bassin versant, de ses évolutions hydrologiques, occupation des sols, etc. Et j'en présenterai des éléments. Alors, plus près de nous, et ça va être dans les peu de jours qui viennent disponible sur notre site internet, un magazine consacré aux eaux souterraines. Et c'est vrai que moi, ma première approche, c'est plutôt les rivières et les fleuves, donc plutôt des eaux de surface. Cela dit, dans les rivières et les fleuves, il y a beaucoup une part d'eau souterraine, et on voit que les évolutions récentes, disons, jouent sur les eaux de surface, mais aussi sur les eaux souterraines, et ça se voit moins, parce que tout simplement, elles se voient moins. Et donc, dans ces 48 pages que vous allez pouvoir avoir à disposition là, dans les petits jours qui viennent, puisqu'il est sous presse, on fait l'inventaire de pas mal de thématiques locales, girondines notamment, mais aussi à l'échelle mondiale de ces problématiques eaux souterraines, et parfois en lien avec les eaux de surface. Les eaux souterraines sont parfois sollicitées là où il n'y a pas de permanence au niveau des eaux de surface, je pense dans les zones arides en particulier. Et voilà, donc c'est un élément très important pour l'avenir des populations dans pas mal de zones dans le monde. Voilà, une contribution aussi sur, donc plus localement, enfin plus au niveau national, sur l'eau en général. Et ça permet de présenter cette carte justement des eaux souterraines à l'échelle nationale, des zones où il y a beaucoup d'eau souterraine que vous voyez en bleu et d'autres un peu moins.
pour donc, des usages. On aura d'ailleurs prochainement des conférences sur la nappe de la Crau qui est une nappe très spécifique aussi au sud, la nappe de la Bosse également. Enfin voilà, donc des environnements qui donc sont en lien avec les évolutions climatiques aussi, les nappes souterraines, notamment les nappes phréatiques, les nappes de surface, les nappes profondes également, souvent par répercussion. Bon, bref, voilà, donc le monde de l'eau est assez complexe et varié. Et c'est une question qui se pose depuis longtemps, la préservation du milieu aquatique, la préservation de la ressource, la préservation au niveau sanitaire également. Je citerai Platon, en reprenant d'ailleurs cette citation de mon mentor Henri Etchebert. Donc l'eau est la seule chose, disait Platon, écrivait Platon, la plus nécessaire à l'entretien de la vie, mais il est aisé de la corrompre, car pour la terre, le soleil, les vents, ils ne sont point sujets à être emprisonnés, ni détournés, ni dérobés, tandis que l'eau, cela peut arriver à l'eau qui, pour des raisons, a besoin que la loi vienne à son secours. Alors, on pourra parler justement de, pourquoi pas, de loi sur l'eau et des fameux schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau qu'on a en France au niveau des agences de l'eau, justement, et des bassins hydrographiques, recoupés aussi et assemblés pour certains. Voilà, donc je vais vous parler de l'estuaire, entre terre et océan, forcément, de la Garonne à l'océan, l'estuaire de la Gironde. Vous pouvez aussi trouver en lien sur notre site internet des participations à quelques émissions télé spécifiques, notamment Cap Sud-Ouest, où vous voyez sur cette photo un espace tel qu'il n'est plus aujourd'hui, cette partie-là, ce qu'on appelle le banc de Plassac. Alors le banc de Plassac lui-même, dans son ampleur, on le voit, là, la marée est basse, mais la partie végétalisée qu'on voit sur cette photo, enfin, sur cette image arrêtée plus précisément, elle n'existe plus là depuis déjà 3-4 ans. Voilà, et puis autre vision aussi qui était extrait de l'émission Thalassa aussi, à laquelle mon collègue Didier et moi-même avions également participé il y a quelques années sur l'estuaire. Voilà, donc l'estuaire, c'est une zone importante. Cette belle photo de Michel Collen montre la confluence entre la Garonne et la Dordogne au bec d'Ambès, fameux bec d'Ambès. Voilà, avec là aussi une photo qui a une quinzaine, voire même une vingtaine d'années. Il y a cette île qui n'existe plus. Donc, on est sur des milieux extrêmement mobiles à l'échelle du jour, avec ce phénomène de marée, évidemment, à l'échelle de l'année et des évolutions interannuelles, même si on regarde, là, vous avez l'île Cazaux et elle n'est plus du tout comme elle l'est sur cette photo 20 ans plus tard. Donc, voilà, et puis à l'échelle décennale, et puis encore plus à l'échelle de siècle, cet estuaire tel qu'il est aujourd'hui, ces îles se sont construites avec les flux hydrosédimentaires, donc venus des Pyrénées, du Massif central, donc de ce réseau hydrographique du sud-ouest, et qui n'était pas forcément équivalent en termes de puissance hydrologique, de puissance aussi de transport de sédiments et de sédiments grossiers, notamment sable et gravier, de sédiments fins, toute cette couleur de l'eau que vous voyez ici, là, plus ou moins foncée suivant les zones de courant et suivant les moments de la marée, etc., de ce fameux bouchon vaseux. Donc, c'est issu de tous les sols, enfin, d'une grande partie des sols, c'est l'érosion des sols. Et un fleuve, ce n'est pas que de l'eau, un estuaire encore moins. C'est aussi des sédiments et un delta aussi. Donc, voilà, c'est important de prendre en compte aussi dans l'évolution ce côté sédimentaire. Alors voilà, ça c'est la même chose presque en tous les cas pour la photo de droite, mais vue d'un peu plus bas, le fameux bec d'Ambès, et qui rassemble donc la Dordogne, la photo prise à Baynac, et puis la Garonne, photo prise à Tonneins. Alors pas tout à fait par hasard pour Tonneins en tous les cas, parce que Tonneins aujourd'hui c'est là où on mesure le débit entrant dans l'estuaire. Pendant longtemps, on l'a mesuré à l'aréole, et moi je me suis attaqué aussi à des données du 19e siècle, qui avaient été des données de débit récoltées en deux périodes différentes dans les années 1830 et puis un peu plus tard, dans les années 1850-1860. Et voilà, à ce moment-là, on mesurait le débit d'entrée d'estuaire à Langon. Donc, ouais, on recule un petit peu. Ça a aussi son sens par rapport à ce qu'est la zone estuarienne, la zone de balancement des marées aussi. Donc, la marinisation de l'estuaire et puis l'affaiblissement de l'autre côté du débit du fleuve progressivement depuis déjà pas mal de temps et particulièrement ces 40 dernières années. Alors, l'estuaire, c'est une zone sensible. Comme le dit ce petit texte, donc c'est des environnements intermédiaires entre le milieu marin côtier et les bassins versants régionaux en amont, donc ils sont le réceptacle, donc ça récupère tout ce qui se passe en amont, et donc leurs équilibres écologiques sont particulièrement vulnérables face déjà aux aménagements qu'il peut y avoir en amont et aussi face aux changements climatiques et sociétaux, notamment depuis 40 ans.
Voilà, sachant que voilà, les variabilités, si on prend notre estuaire à nous, ben, entre les marées de vives eaux maximales, on va dire, et les marées de mortes eaux, c'est-à-dire les tout petits coefficients ou les gros coefficients de notre côté, ben, on a presque du simple au double de volume d'eau marine, d'eau salée, qui rentre dans l'estuaire. Donc, on a des conditions évidemment océaniques, variables, et de l'autre côté, on va le voir également. Le bassin versant de l'estuaire, ben voilà, c'est une vaste région. On est presque sur l'ensemble du sud-ouest, pas tout à fait, puisqu'il y a l'Adour, évidemment, puis il y a la Leyre aussi, et puis quelques rivières côtières, et puis plus au nord, il y a la Charente, évidemment. Mais en tous les cas, voilà, on a un grand bassin hydrographique avec, on va dire, deux sous-bassins quand on regarde l'estuaire, avec la Dordogne et la Garonne. Mais si on prend la Garonne elle-même, il faut aussi la redécouper en plusieurs ensembles. On va dire la Garonne pyrénéenne, d'une part, qui a comme principal affluent l'Ariège, mais aussi le Salat ou la Neste très importante, la seule gros affluent de rive gauche qui va lui-même être contributeur à l'alimentation depuis très très longtemps déjà des rivières gasconnes. Alors les rivières gasconnes, elles partent presque toutes du cône de Lannemezan, là, dans ce secteur-là, justement en bas de la vallée de la Neste, et elles sont donc alimentées par un canal justement de la Neste. Donc ces rivières gasconnes, c'est le Gers, la Baïse, la Save, la Rats, la Gimonde, le Touche également, donc plus ou moins importantes, plutôt peu importantes, parce que si on les cumule toutes, elles amènent assez peu d'eau finalement en aval. Par contre, beaucoup plus important, ceux qui arrivent de l'Est, et en l'occurrence du Massif central, avec le Tarn et son évidemment affluent principal qui est l'Aveyron, mais aussi la Goutte. Et puis le Lot qui est tout effilé sur son bassin versant et voilà, qui va avoir un devenir en aval un petit peu particulier ces dernières années aussi, avec des diminutions de débit dans la toute dernière partie entre Cahors et Aiguillon. Voilà, donc un bassin versant mixte avec le Massif central et les Pyrénées, Pyrénées centrales, hein, pas les Pyrénées les plus arrosées, mais les Pyrénées qui sont quand même arrosées aussi, mais les Pyrénées les plus arrosées sont les Pyrénées occidentales qui amènent de l'eau vers le Pays Basque à travers les Gaves et la Nive et la Nivelle notamment. Voilà, mais donc un vaste bassin versant, et encore une fois, sur ce bassin versant, il y a de l'eau, bien sûr, amenée par tout ce réseau hydrographique, mais il y a aussi de la terre. Et donc, voilà, là, je vous montre une photo d'un sol un tout petit peu caillouteux, mais ça peut être différents types de sols. Donc, un bassin versant, et si je vous montre ce sol aussi, c'est qu'il y a des pentes sur lesquelles donc, vont ruisseler les eaux pour aller vers les rivières et entraîner avec elles donc ces eaux, des sédiments fins, des argiles colorées parfois, donc qui vont donner la couleur aux eau des rivières et du fleuve et de l'estuaire au final. Mais voilà, ces sols, ils sont aussi un potentiel pour l'eau souterraine qui va être en décalé, un potentiel hydrologique après pour les rivières et pour le fleuve. Voilà, donc ils sont doublement importants dans leur constitution déjà elle-même, dans leur utilisation, dans leur couverture, et au final, ça joue doublement sur l'eau. Voilà, bon, je reviendrai sur des schémas un petit peu plus techniques, mais voilà, juste une petite approche aussi un petit peu plus large. Donc, avant de revenir à nos problématiques girondines, puisqu'on parle d'adaptation climatique, et c'est vrai que souvent, quand on parle de changement climatique aujourd'hui dans les médias, on parle beaucoup d'ours polaires, du pôle Nord, du pôle Sud, de la fonte des glaces, etc. Mais le problème principal, il est hydroclimatique sur les zones continentales, là où vivent les gens, en fait, même s'il faut évidemment parler de ce qui se passe au pôle Nord, notamment, qui se réchauffe beaucoup plus vite, plus on va vers l'hémisphère Nord, et plus ça se réchauffe à l'heure actuelle. Mais voilà, on a des enjeux très forts sur les zones continentales, parce qu'il y a des populations, parce qu'il y a des zones où les populations sont encore plus importantes, et avec une augmentation nette, notamment en Asie, dans certaines zones aussi, je pense au Nigeria pour ce qui est de l'Afrique, en Amérique du Sud aussi un petit peu, mais surtout encore une fois en Asie où les populations sont denses, je pense notamment au Bangladesh par exemple, le pays le plus densément peuplé au monde. Voilà, mais donc sur les territoires, l'eau, le sol, donc sont des enjeux véritablement de développement durable quand on les couple entre eux, notamment la perméabilité des sols, dont j'ai parlé un petit peu, donc qui permettent ou pas la recharge des nappes, qui permettent ou pas d'amortir les risques d'inondation, qui jouent évidemment sur la sécheresse, sur les sécheresses, avec la rétention potentielle des sols ou pas. Donc la capacité agronomique des sols, évidemment, la quantité et la qualité des eaux renouvelables, donc ça joue sur les productions alimentaires, etc. Mais c'est aussi des facteurs de risque d'inondation par exemple, des facteurs de risque sanitaire aussi. Bon, on peut aussi calculer au final tout le commerce mondial en eau virtuelle.
Voilà. Et puis après, il y a la question des eaux usées en rapport aussi avec la santé, et puis des barrages, que je parlais du Mékong et de beaucoup de zones où on construit à tour de bras des barrages qui posent parfois quelques questions par rapport au développement et aussi aux relations entre pays. Je pense notamment au grand barrage de la Renaissance qui se construit sur le Nil Bleu en Éthiopie, qui pose des questions très, très importantes. Et en Égypte, évidemment, on s'inquiète beaucoup de la construction de ce barrage et de la période de remplissage, comme ça a été le cas, par exemple, aussi dans les tensions au Moyen-Orient, en Turquie, entre la Turquie, la Syrie et l'Irak. Le remplissage des grands barrages a joué sur ce qui a été en amont de la crise syrienne, des périodes, enfin, de plusieurs années à partir de 2006-2007 de manque d'eau, du fait de baisse de précipitations et du remplissage de certains barrages en Turquie, et au final de déplacement de population, et puis au final des tensions, et puis des manifestations réprimées, etc., jusqu'à évidemment ce qu'on sait par la suite. Voilà, justement, nous, au niveau de terre et océan, et par aussi quelques préoccupations, je me suis intéressé à certaines zones sensibles, et on est dans un projet justement avec SOCOopération là, sur les irrégularités climatiques, contribuer à les mettre en lumière, à les atténuer, à s'y adapter. Voilà, donc là, vous avez une photo du Mali, on est à Djenné, où donc, vous voyez la grande mosquée là, qui sert d'ailleurs de refuge en cas d'inondation. Mais bon, là-bas, c'est plutôt le contraire qui peut jouer. Quoique ces dernières temps, si on regarde par exemple ce qui se passe dans le delta intérieur du fleuve Niger, pour faire référence, alors il y a eu des sécheresses dans les années 70, il y a eu des sécheresses dans les années 80. On est sur une dynamique hydrologique très lente. Il pleut sur les hauteurs guinéennes du Fouta Djallon au mois donc d'août, de juillet, d'août, enfin, dans notre été à nous. Et puis ensuite, ça se transfère doucement en septembre à Bamako, et puis ensuite jusqu'en janvier ou fin décembre à Tombouctou, et puis ensuite jusqu'en février à Niamey. Donc ça parcourt doucement un grand territoire jusqu'aux frontières du désert. Et puis là, il y a une grosse évaporation, et notamment dans ce delta intérieur qui est un lieu de vie comme beaucoup d'autres lieux de vie au Sahel. Je pense aux embouchures des fleuves sénégalais, mais aussi au lac Tchad ou au Marais du Sud, au Soudan. Et là, on a un oasis qui est non permanent, mais qui peut être variable en fonction de la crue, qui est un petit peu comme la marée chez nous au niveau du marnage. Et suivant ce marnage, justement, si on peut appeler ça, suivant la hauteur d'eau de cette crue, eh bien, on va avoir un delta plus ou moins arrosé, et des populations qui vont pouvoir plus ou moins profiter de la pêche, de la culture sur des crues, des pâturages pour les animaux. Et donc, suivant les années, il y aura notamment en aval du delta, donc dans les zones plus nord, des facilités ou pas, ou des difficultés grandes à avoir des ressources qui permettent aux populations de vivre ou de survivre. Alors, justement, c'est par rapport à ça que je voulais, parce qu'il y a des analogies aussi à faire avec nos évolutions et peut-être des évolutions futures. Alors, ça va vous paraître peut-être un peu compliqué tout ça, mais voilà, j'ai repris un modèle conceptuel de Gilles Mahé, de chercheur à l'IRD, qui a calculé à partir de hauteur d'eau à Mopti, donc au cœur du delta intérieur, les inondations potentielles du delta. Vous voyez un petit peu, donc c'est la partie aval qui craint le plus, entre guillemets, les baisses de débit. Voilà, vous avez les années ici, et ce qu'on constate ces dernières années, c'est qu'on a des niveaux d'eau très importants. Donc, vous voyez, tout ce qui dépasse 6 mètres est plutôt bien. Ça permet une grande inondation. Et on voit que ces dernières années, à part une année déficitaire 2017, on est plutôt au-dessus depuis déjà les années 2010, alors qu'auparavant, si on remontait un petit peu en arrière, on avait des déficits terribles, et on en avait aussi d'ailleurs au début des années 2000. Et voilà, donc c'est plutôt pas mal pour l'inondation qui arrive principalement donc, au mois d'octobre ou de septembre, plutôt octobre, dans cette zone centrale du delta, donc qui permet donc d'avoir des choses, donc une inondation féconde, entre guillemets, du delta, même s'il y a quelques contreparties sanitaires, notamment le palu et quelques autres problématiques, la bilharziose, etc., qui peuvent jouer en défaveur. Par contre, voilà, ce qui est intéressant, c'est que les niveaux d'eau de l'étiage, et c'est pour ça que je précise cet élément-là, parce qu'on a un peu les mêmes problèmes sur la Garonne. En fait, donc, malgré le fait que ces dernières années, on est sur le fleuve Niger des bons niveaux d'inondation, des bons niveaux de crue, de pluviométrie, et bien en fait, les étiages sont très serrés, c'est tout ce qui est noté en rouge, donc des niveaux très bas, en dessous d'1 mètre.
Et surtout, si vous regardez dans les années 2000, où pourtant on n'avait pas des pluviométries extraordinaires, mais on avait des étiages qui étaient largement supérieurs à 1 mètre, voire même à 2 mètres, et surtout qui arrivaient au début du mois de juillet, ou au mois de juillet de façon générale. Là, ce qu'on constate ces dernières années, c'est que les étiages, malgré les pluies abondantes, sont beaucoup plus serrés, beaucoup plus bas, avec donc des niveaux en dessous d'1 mètre, et surtout beaucoup plus tôt, au mois d'avril, au mois de mai, au mois de mars même, exceptionnellement, au mois de mai, enfin voilà, 1 mois, 2 mois plutôt, que ça n'était encore le cas dans des années qui n'étaient pas extraordinaires d'un point de vue hydrologique. Donc on a modifié, en fait, clairement, on a modifié, enfin, les conditions hydrologiques et de rétention et de distribution de l'eau se sont modifiées. Alors il y a plusieurs facteurs là-dessus. La hausse de la température, ça c'est un facteur important, mais aussi les aménagements, les retenues d'eau, qui ne permettent plus de recharger les nappes, qui sont disons l'alimentation en différé des rivières et des fleuves. Et donc, on a, et c'est pour ça qu'on a eu quelques débats avec l'Agence de l'eau, notamment là-dessus, sur les histoires de soutien d'étiage. Et le problème, c'est que c'est bien retenir l'eau quand il y en a pendant l'hiver, pas de souci. Sauf qu'au final, ça participe à l'accélération, à l'intensification de l'étiage qu'on va ensuite résorber par les lâchers de soutien d'étiage. Voilà, donc bon, on pourra en débattre si vous voulez là-dessus, mais on voit de façon très nette aussi dans des conditions un peu plus extrêmes au niveau hydroclimatique. On est dans des zones, je vous dis, de frontières avancées des irrégularités climatiques, avec des températures évidemment 2 crans plus haut que chez nous, mais parce que ça joue aussi. Et puis les sols sont un peu moins capables de garder l'eau, d'absorber l'eau et donc de recharger les nappes. Il y a un problème, c'est pour ça que j'insistais sur cette connexion qu'il peut y avoir entre les eaux de surface et les eaux souterraines, parce que justement, voilà, on a ces questions de recharge des nappes souterraines avec justement les eaux de surface. L'étiage, c'est la période où le niveau de l'eau est le plus bas dans une rivière ou dans un fleuve. On a des courbes comme ça la Garonne à Tonneins, voilà, de janvier à décembre. Entre parenthèses, d'ailleurs, on ne devrait pas. Enfin, l'hydrologie a été un petit peu tordue ces dernières années, y compris par les chercheurs, il faut bien le dire. L'hydrologie normale se calcule du bas niveau de l'étiage. Voilà, l'étiage, c'est là de juillet à septembre, octobre, voire même un petit peu novembre, enfin début novembre. Voilà, la période du bas niveau d'eau, c'est normal. Et après, voilà, vous avez les périodes de haut niveau. Donc l'étiage, ça définit ce bas niveau-là. Et justement, et on le voit d'ailleurs sur cette courbe de la Garonne à Tonneins, donc voilà, les records secs, ils sont très très bas ici, les étiages très très bas, et des étiages qui se prolongent parfois sur des années exceptionnellement sèches. Et par contre, voilà, on a eu des étiages beaucoup plus hauts. Et c'est la période critique, en fait, parce que c'est la période pour notre région, comme pour beaucoup d'autres régions dans le monde, où on a besoin d'eau pour l'agriculture, pour l'irrigation, et où on en a le moins, en fait. Et c'est en fait toute la politique de l'eau, notamment enfin, pour ce qui est de l'agriculture, tourne autour de cette question d'étiage. Et le problème, c'est on le voit, y compris enfin, surtout dans des zones arides, où ces étiages, et on le voit aussi pour la Garonne, commencent plus tôt, sont plus bas et finissent un peu plus tard, donc s'allongent. On a un allongement de la durée de l'étiage. Ça joue aussi sur le bouchon vaseux, on y reviendra. Mais c'est des choses que, voilà, avec les données là, sur le fleuve Niger que je viens de vous présenter, on voit très nettement ailleurs aussi du fait donc je pense, enfin, en tous les cas, je l'interprète comme ça, du triple effet des retenues qui ont été faites, y compris pour soutenir l'étiage, des sols qui se sont asséchés, donc qui sont un peu moins perméables et donc qui ne permettent pas de recharger les nappes, qui vont permettre de prolonger un petit peu le niveau de débit correct pour une rivière ou pour un fleuve, et du fait aussi parfois de l'imperméabilisation aussi des sols du bassin versant par certains types d'aménagements. Voilà, pour histoire d'étiage, là, pour le coup, pour le fleuve Niger, mais c'est un exemple, et c'est vrai que les fleuves que moi j'ai choisis, c'était des fleuves un peu emblématiques par rapport à ça. Alors voilà, là, vous avez une carte des risques globaux, risques extrêmes. C'est pour dire que le milieu méditerranéen est vraiment dans un risque par rapport aux projections climatiques de baisse de précipitations et donc de tension aussi sur la ressource en eau et sur le partage de l'eau. Il y a d'autres régions, dans le sud de l'Afrique par exemple, voilà, puis en Inde, puis dans l'Asie. Enfin bon, si on regarde comme ça fait un peu peur, mais c'est clair que les tensions hydroclimatiques intérieures
au continent sont déjà, dans certaines zones, déjà prégnantes et le seront également à l'avenir. C'est le cas, par exemple, aussi des tensions dans des pays qui partagent aussi des fleuves. Alors, juste pour l'eau de façon globale, quelques chiffres aussi complémentaires par rapport à ça. On avait, alors, bon, il y a un chiffre de mètres cubes par habitant et par an de ressources renouvelables, et on considère qu'en dessous de 1700, on est déjà en tension, ou en tous les cas en situation d'entrave au développement, on va dire. Et quand on descend donc en dessous, vous voyez, en l'an 2000, on avait 10 pays avec 146 millions d'habitants qui étaient dans une situation délicate, 19 pays qui étaient dans une situation très délicate, avec 110 millions d'habitants, ce qui faisait un cumul de 250 millions d'habitants répartis essentiellement sur 29 pays. Alors, les pays, il faut les prendre par sous-région, et c'est ce que montre un petit peu cette carte en bas. Je vous en mets une deuxième carte aussi issue d'un rapport que vous voyez là, qui est un rapport tout récent, l'eau et les changements climatiques, rapport donc des Nations Unies de 2020. Et voilà, la variabilité saisonnière est un problème, mais aussi tout simplement le volume global, donc qui montre que les problèmes s'accentuent en nombre de pays, en nombre de populations exposées à ces problèmes de pénurie tout simple, de stress hydrique, comme vous le voyez là sur les zones rouges, sur la carte d'en bas à droite, mais aussi le volume global sur une année est une donnée évidemment importante, mais c'est la répartition. Et je vous disais, sur la période, il y a des périodes où on a plus besoin d'eau que d'autres, notamment liées à l'agriculture ou à la production énergétique. Et donc, forcément, l'irrégularité saisonnière, les décalages saisonniers sont problématiques également par rapport à ce qu'on veut faire avec l'eau, et notamment dans les zones agricoles. Bon, ça, c'est la carte mondiale que vous pouvez trouver également des ressources souterraines qui montrent que, bon, voilà, chez nous, on a de l'eau souterraine, heureusement, plus par exemple que dans d'autres pays du bassin méditerranéen, qu'il y a de l'eau souterraine aussi dans des zones où il n'y a pas forcément de réseau de surface. Et heureusement, zones arides notamment, on a compté sur les eaux souterraines qui ont un avantage aussi globalement, et c'est valable aussi chez nous, c'est qu'elles sont plus permanentes, à condition qu'on ne les surexploite pas, il y a aussi des limites, mais elles sont aussi plus permanentes dans la saison, dans l'année, par rapport à des eaux de surface où il y a des réseaux hydrographiques, beaucoup de réseaux hydrographiques à travers le monde qui sont intermittents, c'est-à-dire qu'il y a une période de zéro, quoi, de rien. Pendant une partie de la période sèche, elle est plus que sèche. L'étiage, dans ce cas-là, l'étiage, c'est zéro écoulement. Voilà, autre élément aussi issu de ce même rapport qui montre d'autres problématiques, alors qui ne nous concernent pas vraiment, c'est la régression des glaciers, alors des glaciers non pas polaires, mais des glaciers continentaux. Vous voyez donc que depuis 1980 sont recensées ces évolutions, elles sont toutes vers le bas, le zéro est là. Donc chaque année, on perd un peu ou beaucoup de surface, de volume, de glace continentale, ce qui, dans un premier temps, c'est le cas autour de l'Himalaya, c'est le cas autour des Andes, c'est le cas autour des Rocheuses, par exemple, va permettre au fleuve d'avoir un débit plus important, ce qui n'est pas forcément qu'une bonne nouvelle, parce que ça a un risque d'inondation plus important. Si on prend notre Garonne à nous, la régression des glaciers pyrénéens, elle a eu lieu plutôt au début, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Elle a permis d'avoir un débit d'étiage plus fort, puisque les glaciers permettaient d'avoir un débit d'étiage au-delà de 200 mètres cubes secondes pour ce qui est de la Garonne, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, évidemment, puisque les glaciers de notre Garonne aujourd'hui ne sont plus que résiduels et donc ne participent pas significativement à son débit. Voilà, et puis puisqu'on parlait d'impact du réchauffement climatique, bon, juste sans aller beaucoup dans les détails, mais le réchauffement climatique, vous voyez, les moyennes, c'est des moyennes annuelles qui augmentent. Alors j'ai une moyenne qui va jusqu'à 2020, donc aujourd'hui. Ça augmente, ça ne fait qu'augmenter, donc surtout depuis. Alors, ce n'est pas des évolutions exponentielles, parce que je répète que ce mot est trop utilisé à mon goût ces derniers temps. C'est une évolution linéaire avec une pente exponentielle, ça veut dire que la pente augmenterait. Ce n'est pas le cas, la pente est à peu près relativement linéaire, mais elle est bien accentuée, avec des moyennes donc, qui augmentent. Et puis, chaque année, presque, vous voyez, après 2016, ça a été 2019 la plus chaude depuis qu'on mesure la température. Et puis 2020 est numéro 3, 2014, 2017, 2018. En fait, toutes les années 2010 sont dans les plus chaudes. Donc, on monte d'un cran en décennie, comme le montre un petit peu le calcul, le rassemblement des données en bas, là, ici.
Donc, on est sur une période, évidemment, qui va de plus en plus chaud. Et par rapport aux ressources continentales à nous, forcément, l'augmentation de température augmente aussi, et c'est le cas pour notre Garonne à nous, ce qu'on appelle l'évapotranspiration, donc l'évaporation au niveau des surfaces des sols et l'évaporation au niveau de la végétation. Donc, forcément, ça donne une tension supplémentaire sur la potentialité d'eau. Alors voilà, ça, bon, il y a une petite animation, mais que vous pouvez trouver aussi, bon, je vous ferai passer si vous voulez le lien qui montre un petit peu les évolutions de température actuelles et les modélisations. Ça, c'est un extrait des rapports du GIEC. Bon, je passe là-dessus parce que, voilà, en gros, cette figure résume un petit peu la problématique que l'on a aujourd'hui. On est sur une trajectoire d'augmentation de température qui est voilà, linéaire, mais avec un taux qui ne cesse d'être le même toujours. Et le 1,5 degré qu'on a conclu à la COP 21, ben, ça va être très compliqué de l'atteindre. Alors, je reviens juste un petit peu sur les précédents. En fait, pour arriver à 1,6 degré, il faudrait à l'horizon 2050, 2050 avoir réduit nos émissions de 56% et à l'horizon 2100, les avoir réduits de 98%. Donc, je crois qu'on n'est pas tout à fait sur cette ligne-là à l'heure actuelle. Donc, c'est évident. Toute chose étant aussi incertaine par rapport à certaines validités à long terme des modèles, mais en tous les cas, on est sur une trajectoire d'augmentation qui dépasserait donc le 1,5 degré ou les 2 degrés qui avaient été les accords de Paris. Voilà, alors qu'est-ce que ça veut dire le réchauffement climatique? C'est cette courbe-là, courbe de Gauss, là, que donc, ma collègue Teresa a repris et redessiné d'un extrait du rapport de 2007 du GIEC. Et en fait, voilà, la courbe de Gauss, c'est valable pour plein de choses. Ça peut être les températures, ça peut être l'hydrologie, ça peut être la pluviométrie, etc. On part, voilà, une répartition statistique des données. Et en fait, le réchauffement climatique, c'est l'écrasement et le déplacement de la courbe de Gauss. C'est-à-dire on peut très bien aller dans le froid ou dans le pluvieux ou dans la crue, hein, comme on l'a vu, mais ça sera moins fréquent. Et par contre, voilà, on écrase la courbe. Écraser la courbe, ça veut dire plus d'irrégularité, plus de variabilité, et on décale avec des extrêmes qui vont un peu plus loin vers la droite. Il y a des publications, une publication de Bador, un chercheur qui a publié une prospective des événements extrêmes dans notre pays d'ici 2050 qui dépasseraient les 50 degrés. C'est quand même. Alors évidemment, ce ne sont que des modélisations qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions, mais c'est quand même, on voit bien qu'on dépasse les 40 régulièrement et que ça joue aussi sur la ressource en eau. Voilà, bon, quelques éléments de rapport de modélisation aussi extraits d'anciens rapports du GIEC, là, faits par les modélisations françaises, le Centre national de recherche météorologique de Toulouse, notamment suivant différents types de scénarios. Donc, il y a des zones en orange, marron, là, où les problèmes d'eau seraient accentués, mais bon, tous les modèles ne disent pas exactement la même chose au niveau régional. Donc, et puis voilà, ça c'est un modèle un peu plus doux qui montre des variations un petit peu moins importantes, mais il y a des zones où, notamment la zone intertropicale, où il y aurait plus de précipitations, peut-être plus intenses également, et des zones où il y en aurait un peu moins. La zone intertropicale est toujours une zone aussi très un peu avancée dans les variabilités. Voilà. Et puis nous, le pourtour méditerranéen est plutôt, et quels que soient d'ailleurs les types de scénarios, ça c'est également donc un des scénarios donc proposé celui-là par l'Institut Paul Simon Laplace, donc de Gif-sur-Yvette. Et donc voilà, on a à peu près les mêmes choses, pas exactement les mêmes répartitions régionales, mais bon, les modèles sont convergents sur certains éléments. Alors pour venir focaliser justement, puisque c'est ça la question qui se pose, et l'Agence de l'eau donc a demandé des affinements un petit peu de toutes ces projections-là. Et pour ce qui est de notre sud-ouest, voilà en température ce que ça pourrait donner par rapport à la situation de référence donc, de la fin du XXe siècle, par rapport donc, à une évolution disons, à l'échéance du milieu du XXIe siècle. Donc une fourchette entre 1,5 et 2,8 degrés de plus. Donc évidemment qui jouera sur donc, cette fameuse évapotranspiration. Et après, pour ce qui est des précipitations, ça peut jouer aussi sur les modèles, mais les modèles de précipitation disent, alors c'est ceux qui sont en bas ici,
Ça, c'est le modèle pardon, de température avec les variations saisonnières. Donc, il y aurait l'hiver qui serait avec des évolutions moins importantes que l'été. Et donc, on aurait surtout quelque chose, on parlait il y a quelques années d'un climat qui ressemblerait à celui du sud de l'Espagne, l'Andalousie, où, alors, bon, je vous ai parlé du Sahel, où il y a vraiment deux saisons très, très nettement détachées, la saison des pluies, la saison sèche, une longue saison sèche de 7 mois. Mais voilà, la tendance du pourtour méditerranéen, dont nous sommes un petit peu aussi presque, enfin, nous sommes influencés par ce genre d'évolution, c'est une saisonnalité un petit peu plus marquée entre, non plus, alors 4 saisons évidemment, mais avec des différences encore plus nettes entre deux groupes de saisons, avec des étés un peu plus, enfin, en tous les cas, on le voit sur le fleuve, avec des températures plus fortes un peu plus tôt et qui se prolongeraient un petit peu plus tard également. Voilà. Et puis un hiver un peu plus concentré, on va dire, et un peu plus doux également, comme on le voit déjà ces dernières années. Alors pour ce qui est de l'eau, voilà quelques chiffres aussi et quelques types sur ce document donc, de l'agence de l'eau, du programme plutôt de gestion Garonne-Ariège, où on voit donc, là c'est l'axe Garonne-Ariège justement, où il y a un certain nombre de prélèvements, mais si on globalise au bassin versant, donc on prélève de l'eau pour l'irrigation, pour l'eau potable, pour l'industrie, et évidemment ça se fait pour ce qui est en tous les cas de l'irrigation au moment des basses eaux. Donc, ça joue sur le débit d'étiage, ce fameux débit d'étiage qui est un petit peu le cœur du problème et qu'on essaye de résoudre sur notre région, vu la tournure, évidemment, de production agricole qu'elle a. Voilà, alors, quand on regarde qui prélève l'eau, là aussi, c'est extrait d'un document de l'agence de l'eau. En moyenne annuelle, c'est relativement réparti entre l'agriculture, l'AEP, c'est l'alimentation en eau potable, mais aussi l'industrie un petit peu, même si on n'est pas sur la région la plus industrielle qu'on ait en France. Mais si on regarde justement cette fameuse période d'étiage, c'est pour ça que je pense que c'était important de bien la définir, on est sur presque 70%, un petit peu comme dans les moyennes mondiales que l'on peut avoir. À ce moment-là, c'est cette question-là qui va se poser sur le prélèvement. Alors, c'est des moyennes en 2003 et 2017, mais voilà, c'est toujours actuel. Alors, comment on prélève et où on prélève cette eau, ça, là aussi, source agence de l'eau. Donc, on prélève pour l'agriculture en eau de surface, mais aussi en nappe phréatique, et évidemment aussi dans les retenues qui ont été créées. Et puis, alors un petit peu aussi dans les nappes captives. Alors, les nappes phréatiques aussi, là, pour dissocier les nappes souterraines, on a essayé de faire ce travail de dissociation simplifié dans notre magazine. Justement, il y a la nappe phréatique, c'est une nappe qui est sous le sol, donc qui se recharge qui a l'avantage de se recharger par la pluie directement. La nappe captive, c'est une nappe qui est déconnectée de la recharge donc du sol lui-même en direct, en tout cas à la verticale, donc qui est une nappe profonde qui va avoir un avantage de qualité supérieur. C'est notre eau du robinet en Gironde, la nappe éocène et de l'oligocène notamment, qui a un désavantage, c'est qu'elle se recharge très doucement, très lentement, sur plusieurs années, dizaines d'années, milliers d'années même. La nappe de l'Éocène chez nous, qui recoule à nos robinets girondins, elle a à peu près 10 000 ans, enfin entre 10 et 20 000 ans. Et elle est issue aussi d'une histoire climatique de notre région, notamment dans la période de glaciation où on a eu donc entre moins 20 000 et moins 10 000, où on a eu la fonte de glaciers conséquents qui étaient présents sur les Pyrénées et sur le Massif central, mais surtout sur les Pyrénées, et en même temps une période de pluviométrie importante qui a chargé donc ces nappes souterraines. Et en même temps, on avait l'océan de l'autre côté qui s'est levé et qui a permis de mettre sous pression et de garder ce stock global sur lequel nous piochons abondamment ces dernières années, avec d'autres aussi problématiques sur l'eau potable. Voilà, donc voilà, l'eau potable, on va privilégier les nappes captives. Pour l'industrie, par contre, c'est l'eau de surface préférentiellement. Alors, il y a autant pour l'agriculture que pour l'industrie des captages aussi en eau d'une qualité qui n'est pas forcément nécessaire pour les usages dont ils ont besoin, quoique certaines industries ont besoin a priori d'eau de qualité, mais c'est souvent issu de forages et d'autorisations anciennes, puisque les forages profonds ont été aussi faits dans un premier temps, je pense pour Bordeaux, autour du port de Bordeaux, et l'eau potable est arrivée en deuxième temps, et aujourd'hui, donc, on essaye de faire en sorte que ce soit
réservés pour l'eau potable. Donc, les eaux de surface sont sollicitées, en tous les cas, on le voit bien, grandement par tous les secteurs, directement et indirectement à travers les nappes phréatiques, qui, encore une fois, sont des nappes qui, au final, sont en connexion aussi avec les eaux de surface. Les nappes phréatiques de bordure de rivières sont alimentées par les surplus de la rivière l'hiver et alimentent la rivière lorsque, justement, la rivière est en plus bas niveau. Donc, il y a cet aller-retour naturellement. Et c'est vrai que les aménagements qui ont été faits le long de beaucoup de fleuves, et la Garonne en fait partie, ont un peu coupé parfois ces connexions nappes phréatiques rivières et les prélèvements aussi donc, se rajoutent aux ponctions en fait, directes sur la rivière elle-même, sur les rivières elles-mêmes. Voilà, baisse des débits, c'est la tendance que l'on a depuis quelques années, liée à justement et intensification, allongement de cette durée d'étiage. Donc entre 1970 et 2008, vous voyez les superficies irriguées. Depuis, ça n'a pas beaucoup bougé. Donc depuis 2010, on a des superficies irriguées sur le bassin de l'estuaire, en fait, de la Garonne notamment et de la Dordogne, qui sont à peu près stables. Voilà, mais par contre, les retenues d'eau ont, elles, augmenté. Voilà, bon, c'est des courbes aussi on voit que la consommation sur cette courbe-là de l'eau, y compris en agriculture, en tous les cas celle qui est chiffrée, n'a pas beaucoup augmenté depuis entre 2003, là, 2002 et 2003 et 2017-2018. Et puis l'eau potable est à peu près stable, et puis l'industrie est à peu près stable également. On est sur un bassin aussi qui est plutôt en augmentation de population sur les deux métropoles, notamment toulousaine et bordelaise. Et je pense qu'Agen aussi doit être en légère augmentation. Malgré ça, il y a eu quand même des politiques de restriction, d'économie, que ce soit sur le secteur industriel, sur le secteur de l'eau potable, sur le secteur agricole aussi, qui ont permis d'amortir un petit peu ces augmentations-là et d'avoir quelque part un plateau. Et même, on pourrait dire que même sur le milieu agricole, en tous les cas, ce qui est chiffré, est un petit peu moins important qu'il y a une vingtaine d'années. Alors voilà, en même temps, il y a des cultures qui ont besoin d'eau. Voyez, les cultures irriguées sur le bassin, notamment le maïs, évidemment, qui revient souvent. Et puis, toujours pareil, cette culture, donc sur ce graphique-là, vous voyez le moment des cultures, et c'est le moment, évidemment, des bas niveaux d'eau. Donc, forcément, c'est la période sensible. Alors, voilà, il y a des retenues. On le voit sur cette carte donc, de droite, là, où on a des réserves. On a créé des réserves le long des rivières. Et puis, malgré ça, on a des zones, les zones en rouge, là, les zones qui sont déficitaires, qui sont en problématique par rapport à la rivière elle-même et par rapport aux nappes alluviales qui les accompagnent. Donc voilà, c'est une vraie préoccupation actuelle. Et si on regarde les modèles qui nous prédisent, alors sur les précipitations, en montagne en tous les cas, voilà, moins de neige dans le futur. Vous voyez le nombre, cette courbe de nombre de jours dans l'année donc, où on aura de la neige à l'heure actuelle et dans le futur, donc moins de neige, moins de stock. Mais également donc les modèles régionaux indiquent une diminution des précipitations neigeuses de 30 à 60% à l'horizon 2050 et des pluies efficaces. Alors les pluies efficaces, c'est les pluies qui sont capables de recharger les nappes entre 0 et 15%, puisque les pluies, quand il pleut, hein, on travaille aussi avec les écoles là, sur l'explication du cycle de l'eau, qui n'est pas si simple que ça. Donc quand on a donc l'eau qui tombe, il y a l'évaporation, il y a le ruissellement, et puis il y a l'infiltration à travers les sols. L'infiltration à travers les sols, en période printanière, s'arrête souvent aux racines des plantes. Et puis, par contre, entre novembre et mars, on a, là où le cycle végétatif est plus faible, en fait, on a à ce moment-là des pluies efficaces pour aller recharger des nappes et donc être en capacité d'assumer un débit en différé pour les rivières, un débit de printemps, même si ces stocks souterrains se sont faits donc plutôt pendant l'hiver. Et si on regarde ces modèles, donc ça c'est une étude commandée par l'agence de l'eau, donc avec l'IRSTEA, Météo France et un bureau d'ingénierie également, qui, vous voyez, ces petits triangles montrent l'évolution que l'on prédit par ce modèle à l'horizon 2046, etc., au milieu du 21e siècle, donc dans une grosse vingtaine d'années. Voilà, alors si on regarde ça et si on le prend à la lettre, on se dit que ça va être assez catastrophique parce qu'on perdrait encore du débit de l'ordre de 40-50% à certains endroits
Bon, j'espère qu'il se trompe parce que c'est vrai que c'est le résultat moyen de 14 simulations. C'est quand même assez problématique et ça pose question par rapport aux tensions. Alors, par contre, voilà, si vous êtes surfeur de mascarés, c'est une bonne nouvelle. Vous aurez des mascarés beaucoup plus souvent. Il y en a déjà beaucoup plus souvent ces dernières années, on le voit bien. Et on peut surfer, donc, puisque les conditions du mascaré sont réunies quand le débit du fleuve est faible, quand le coefficient de marée est relativement fort ou très fort, et puis donc dans des zones spécifiques un peu plus étroites et peu profondes. Mais voilà, donc si on augmente l'étiage, si on accentue les bas niveaux d'eau, et bien effectivement, des vagues de mascarés, il y en aura encore plus dans les années qui viennent, ce qu'encore une fois, on voit aussi ces dernières années. Alors, sans rentrer, bon, ça, vous pouvez aller le chercher vous-même, c'est le programme Garonne 2050, avec les différentes options qui sont données d'un certain nombre d'aménagements, de retenues, etc. Donc, c'est une diapo assez bavarde, il y a plein d'éléments. Et au final, voilà, certains, même si c'est un peu tiré par les cheveux, à mon avis, parlent de problèmes au niveau de l'aval, donc du bouchon vaseux, dans des scénarios 1, des scénarios 2, etc. Bon, voilà, ça pourrait jouer évidemment dans tous les cas. Ça va jouer sur ce qui se passe en aval, puisqu'en fait, les scénarios sont liés à ce qu'on va faire en amont, donc notamment des réserves, et pour l'irrigation et pour l'hydroélectricité. Voilà, alors là, j'ai une diapo pour montrer le niveau de la dernière crue du mois de février. Et on était le 3 février à 5100 mètres cubes secondes. Voilà, j'ai insisté sur les étiages, mais en même temps, il peut y avoir une crue qu'on n'avait pas vue depuis 1981 de ce niveau-là, avec donc un débit également sur la Dordogne important. À Pessac, on était à plus de 2000, donc c'était aussi important, un pic de crue conséquent. Et une inondation aussi assez conséquente qui allait avec. Voilà, l'inondation là sur Bordeaux, ou sur Bourg-sur-Gironde, ici en bas à droite, Bordeaux à nouveau à droite, ici là en haut, et Cadillac, par exemple, sur la Garonne estuarienne, Garonne maritime. Est-il prévu de remplacer le maïs par des cultures moins consommatrices en eau? Alors, ça, c'est une bonne question, évidemment, qu'il faudrait poser aux modélisateurs. Alors, je crois, bon, je regardais justement en préparant un colloque qu'a organisé l'Agence de l'eau avec des chercheurs de l'INRAE, qui parlaient de sol, de ce qui se passe dans les sols. Voilà, donc vous voyez les petits symboles aussi de ce qui est irrigué. Alors, c'est une question régionale, c'est une question nationale, c'est une question européenne aussi, parce qu'il y a des aides à l'irrigation et l'aide est proportionnée suivant les types de cultures. Donc, c'est une question qui a plusieurs niveaux de réponse, je pense, mais en tous les cas, c'est vrai qu'on voit que le maïs est assez consommateur. Après, c'est une histoire de marché aussi. Donc, voilà, pour l'instant, c'est sûr que le maïs pose une vraie question par rapport à la ressource actuelle et puis par rapport à la perspective. Ça, c'est pour l'instant, en tous les cas, ce que disaient d'ailleurs les chercheurs de l'INRAE, c'est qu'ils souvent, ils se retrouvaient, parce que tout ce qui est agriculture agro-environnementale est peu développé encore au niveau recherche, en tous les cas pas suffisamment pour être capable d'être appliqué dans une transition à grande échelle, semble-t-il. Cela dit, souvent, ils étaient plutôt à la remorque d'expériences de terrain où les agriculteurs eux-mêmes, certains en tous les cas, font eux-mêmes des expériences de changement de culture, de changement de type d'assolement, d'irrigation, etc. Donc, je pense que la réponse, si peu qu'on l'encourage, elle viendra peut-être plus du terrain mais aussi de réformes et d'orientation globale institutionnelle. En tous les cas, pour l'instant, bon, ce qui va avec le maïs, c'est l'augmentation des retenues aussi, enfin avec le maïs et d'autres cultures. On pourrait parler du barrage de Caussade, par exemple, ou d'autres types de barrages de cultures, comme on dit, à forte valeur ajoutée, en tous les cas pour ceux qui les font, semble-t-il. Mais donc, en tous les cas, pour l'instant, c'est l'augmentation de la capacité de retenue qui joue en même temps. Et donc, au bout d'un moment, si le débit de la Garonne continue à baisser, la question se posera vraiment de façon plus aiguë encore. Donc, je ne peux pas répondre globalement à cette question, à moins que quelqu'un ait la réponse dans la salle. Mais ce problème de l'étiage qu'on vient d'aborder encore par rapport à la culture du maïs n'empêche pas, et notamment dans la zone aval,
qu'on ait aussi une préoccupation par rapport au risque d'inondation. Et peut-être que vous avez vu ça ou pas, mais moi, ça m'a frappé d'apprendre que l'école de Saint-Vincent-de-Paul, donc juste au bord de la Dordogne, dans la métropole bordelaise, est devenue la première école refuge contre les inondations. En étant allé au Bangladesh, j'ai vu des écoles, des collèges qui servaient, bon, on parlait tout à l'heure d'une mosquée ou d'une église, pour ce qui nous concerne, qui ont servi de refuge en cas d'inondation pour les personnes, les populations qui étaient dans des zones justement à risque de submersion. Mais pour ce qu'on fait dans des pays qui sont réputés pour être des pays à risque climatique, donc depuis plusieurs années, c'est valable, c'est pareil, paraît-il vrai également en Guyane française. Mais pour la première fois en France métropolitaine, on vient de le faire donc dans la métropole bordelaise, parce que au-delà des risques d'étiage et donc de problématiques de quantitative de manque d'eau, de pénurie en amont, on a aussi le problème du risque d'inondation, parce qu'en fait, en aval, et on a de l'autre côté le niveau marin qui augmente légèrement, donc on a une marinisation de l'estuaire et on a un risque de propagation aussi de submersion qui peut jouer et dans des communes, y compris dans la métropole. Donc cette première, je pense, est à souligner et à retenir. Et pour aussi synthétiser ce que je disais au niveau des débits, voilà donc sur ce graphique-là, vous voyez les débits annuels, alors calculés sur des années civiles, ce qui n'est pas tout à fait conforme normalement à l'hydrologie, mais bon, peu importe. Vous voyez, 2005, c'est pas terrible, 2006, un peu mieux, etc. Bon, on voit que sur les dernières années encore, et même si j'ai mis les chiffres, là, même s'ils ne sont pas intégrés dans le graphique, de 2018, 718, donc c'est beaucoup, en tous les cas beaucoup plus que la moyenne même du XXe siècle. Alors la moyenne du XXe siècle, on va dire, elle est plutôt à 630. La moyenne des données dont je vous parlais tout à l'heure, des quelques données disponibles à Langon, encore une fois, entre 1832 et 1859, on était à 673. Il y a une publication aussi au début du XXe siècle qui parle de 750 mètres cubes secondes, mais comme elle dit aucun détail d'où elle sort ces chiffres-là, je ne l'ai pas retenu. Malgré tout, voilà, on peut voir qu'au XIXe siècle, au début du XXe siècle, on avait un débit plus important, notamment lié aussi au fait que dans l'alimentation, il y avait bien sûr la pluie, peut-être plus importante à voir, mais aussi les quelques résidus de glaciers qui étaient en cours justement de diminution aussi de volume, donc qui contribuent au débit. Et puis, si on prend des moyennes plus récentes, plus restrictives aussi en termes de durée et de période, ben voilà, on descend encore d'un cran dans les années 80 jusqu'au début des années 2000, et puis encore un peu plus si on se rapproche donc des années 2005 à 2020. On est autour de 400, 500 à peine, si on inclut d'ailleurs, si on incluait les 3 dernières années. Donc voilà, on est sur une diminution nette quand même globale, même s'il y a déjà eu des périodes déficitaires dans les années 1940 par exemple, ou dans les années 1910, on a eu des périodes déficitaires dans les années au XXe siècle. Mais globalement, voilà, on est sur une diminution. Et comme c'est écrit en bas, donc le bassin de la Garonne présente le plus grand déficit hydrique de tous les bassins français à l'heure actuelle, avec moins 20% depuis 1984 par rapport au XXe siècle. Et surtout, quand on parle, encore une fois, quand on revient à la période d'étiage, c'est plutôt moins 30, voire même moins 40% d'étiage actuel, donc depuis 40 ans, par rapport aux étiages des périodes précédentes sur lesquelles on a des mesures. Voilà, ça joue aussi sur la température, donc baisse des débits, intensification et allongement de l'étiage, hausse des températures de l'eau. Voilà, il fut un temps, quand on parle de l'estuaire de la Gironde et par exemple de l'île Sampin, donc en face de Blaye, quasiment l'île nouvelle, si vous voulez, aujourd'hui, que l'on visite, du fait de la gestion du département et du conservatoire du littoral. Donc cette île Sampin, son nom est lié à des histoires de grands froids donc dans les hivers du 19e siècle, 1830 en l'occurrence. Bon, voilà, grand froid où la Garonne, l'estuaire, était sous la glace, donc on pouvait avoir des températures qui descendaient. C'est arrivé pour la dernière fois en 1985-1986, mais vous voyez, même cette année, on n'est pas descendu, alors ça c'est 2019-2020, on descend rarement en dessous de 5-6 degrés, 7 degrés, donc de température de l'eau d'hiver, donc on est bien loin de la Garonne sur laquelle on a pu patiner
dans des époques anciennes. Donc, évidemment, c'était d'autres époques aussi hydroclimatiques. Mais aujourd'hui, donc, la question, c'est bon, l'hiver, 6-7 degrés, pas de souci. Par contre, l'été ou même le printemps, parce qu'on a parfois des hausses de température dès le printemps, quand on dépasse 25, quand on dépasse 26 ou 27 ou 28 ou 29, même comme ça a été le cas, eh bien, on arrive à des problématiques aussi qui sont de qualité et des problématiques d'oxygénation notamment. Alors, j'avais une courbe d'oxygénation. Enfin, en tous les cas, physiquement, dès qu'on réchauffe une eau, elle perd de l'oxygène. Et on arrive donc à des préoccupations. On passe en dessous de 5 mg par litre d'oxygène dans l'eau assez régulièrement sur des périodes assez longues, parfois. Enfin, ça dépend des années. En dessous de 5 mg par litre, déjà, la plupart de l'écosystème se trouve un petit peu incommodé. Mais quand on descend en dessous de 4 ou de 3, là, on a des écosystèmes qui sont très, très largement incommodés et pratiquement, on peut dire que c'est impossible de vivre pour les poissons, pour le plancton, etc. Donc, les évolutions de ces dernières années donc, nous amènent à des questions sur la partie. Alors, je vais prendre par exemple amont. J'ai parlé de ces histoires de culture et de retenue. Et puis, justement, sur la partie aval, le petit film dont on parlait, là, parle du bouchon vaseux et de problèmes aussi d'hypoxie. C'est ce que j'évoquais rapidement autour de Bordeaux. Ça peut être le cas un petit peu, mais sur la Dordogne, c'est un peu moins problématique. De remontée du bouchon vaseux donc, dans les zones amont, qui posent des problèmes d'envasement et encore une fois d'hypoxie liée à la température, parfois au rejet urbain aussi qui sont accompagnés d'un cortège bactérien qui joue sur l'oxygène, sur la décroissance de l'oxygène dans cette zone-là. Notamment cette hypoxie, donc hypoxie ça veut dire baisse d'oxygène donc à des seuils qui posent problème à l'écosystème. Elle est particulièrement notable lorsque évidemment la température est forte et lorsqu'on est sur des séries de faibles marées, de faibles coefficients de marée, où l'eau stagne là plusieurs heures, plusieurs jours même autour de Bordeaux, autour de ce qui est en fait la zone urbaine avec ses effluents, même si l'épuration urbaine a nettement progressé sur Bordeaux, autour de Bordeaux, il n'en reste pas moins que bon, ben, y a un certain nombre de milliers d'habitants qui rejettent leurs eaux et donc ça stagne un petit peu dans cette zone-là. Donc voilà, c'est une des problématiques liées à la fois à la baisse des débits et aussi à la remontée légère du niveau marin, au fait aussi qu'on ait enlevé des graviers pendant très longtemps et donc ça permet à la marée de remonter un tout petit peu plus aussi en amont et donc à ce bouchon vaseux d'être bloqué un petit peu plus longtemps avec des températures plus fortes dans des zones où ça peut poser donc ces problèmes d'oxygène. Alors ces problèmes d'oxygène, quand on est un petit poisson, alors je vais vous montrer par exemple un des poissons peut-être les plus méconnus de l'estuaire, voilà, la gobie buote de la zone estuaire, on va dire. Tout petit poisson qui a peu d'intérêt, on va dire, pour les pêcheurs pros, y compris les pêcheurs pros, mais qui reste ce qu'on appelle une espèce fourrage, c'est-à-dire qui peut être une nourriture de base pour certains des poissons. Là, vous voyez, l'anguille et le bar, par exemple, quand ils passent dans le secteur. Et donc, voilà, cette gobie, par exemple, ou les petits juvéniles de poissons migrateurs, je pense à la lauze ou à d'autres, quand ils sont dans des situations où ils sont en plein bouchon vaseux et où on a un peu moins d'oxygène, ils vont avoir tendance à ventiler, c'est-à-dire à faire passer plus d'eau pour récupérer un peu plus d'oxygène dans leurs branchies. Et au final, donc, ils peuvent aussi, au passage, cumuler des micropolluants qui sont présents dans l'eau. Voilà, ça peut être des micropolluants organiques, ça peut être éventuellement des métaux, etc. Et donc, également se blesser parce que les petites particules d'argile peuvent être un tout petit peu, s'ils en font passer abondamment au niveau de leur branchie, ça peut faire des micro-lésions qui peuvent après poser des problèmes aussi pour eux. Donc, moins l'eau est oxygénée, donc plus l'eau est chaude, moins elle est oxygénée, plus le bouchon vaseux est présent, plus il y a des risques aussi par rapport aux poissons. Alors, en général, quand il n'y a pas d'oxygène, les poissons, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont ailleurs, ils vont là où il y en a. Par contre, voilà, ils peuvent être en danger, du fait aussi, et je terminerai peut-être là-dessus, que alors, la crevette, etc., voilà, les poissons migrateurs, mais on en parlera après, du fait aussi que ces dernières années, donc on va peut-être étudier des systèmes de bypass aussi, ça serait une bonne idée, pour contourner les problèmes de remontée de zones abruptes, les barrages ou les seuils. Et puis voilà, depuis quelques années, on a en plus, pour ce qui est de l'écosystème, un nouveau prédateur, en l'occurrence le silure,
qui, lui, se préoccupe beaucoup moins que d'autres poissons plus sensibles aux problématiques d'oxygène ou d'autres types de pollution, et qui va aussi participer en fait aussi à cette dégradation globale de l'écosystème par ce cumul donc de problèmes de débit, de marinisation, de température plus haute, etc. Et donc, et aussi d'aménagement, parce qu'une passe à poisson, comme on la voit par exemple alors sur plutôt celle-là, ben, ça fait un endroit où assez facile à retenir, à repérer. Donc plutôt que d'avoir la largeur pour remonter pour les petits poissons et les poissons migrateurs, ils ont une zone plus restreinte, et forcément pour les prédateurs, c'est plus facile quand il y a un couloir plutôt que quand il y a une largeur plus importante. Voilà, le saumon au passage là, que vous avez vu, et quelques spécimens sortis là, donc c'était dans la dépêche du mois de septembre 2019 où les pêcheurs avaient sorti des poissons presque, enfin même carrément plus volumineux qu'eux-mêmes, et ils les remettent à l'eau pour le coup. Voilà, l'emproie, on pourrait en parler, l'anguille, etc. En tous les cas, voilà, pour conclure, et après je vous laisse la parole pour des questions. Les projections montrent que bon, les débits vont être problématiques, on l'a bien vu. La population augmente légèrement, en tous les cas, vous avez une photo de Bordeaux, comme vous l'avez reconnu sans doute, qu'on va probablement prélever aussi un petit peu plus du fait des besoins supplémentaires et des pluies amoindries aussi, et de l'évapotranspiration accentuée, qu'il y aura plus de retenue aussi. Dans la zone estuaire, il y a des questions aussi autour des aménagements et de l'entretien du chenal de navigation aussi par rapport aux questions sédimentaires. Voilà, alors qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à tout ça? Comment freiner les processus et s'adapter? Il faut faire attention au débit d'accompagnement, enfin aux nappes d'accompagnement et au débit, réduire les rejets polluants, et puis chacun à son niveau avoir une préoccupation par rapport à l'adaptation à une ressource moindre globalement, peut-être à l'échelle interannuelle, et puis surtout peut-être un peu plus irrégulière d'une année sur l'autre, d'une saison à l'autre. Et donc, c'est un véritable challenge qui nous est proposé à l'échelle de notre région, et d'autres régions dans le monde également sont touchées également par cette question.